Donc désolé pour tous ces changements. Bon, nous savons pourquoi nous avons dû les faire. Donc il y aura deux leçons aujourd'hui. Les deux dernières, en l'occurrence, c'était mon souci de pouvoir boucler la série des cours de cette année avant la mi-avril comme c'était prévu. Alors vous vous souviendrez que la leçon précédente s'intitulait « Mégaron et porcelet », mais je vous ai davantage parlé de mégaron, des mégaras au pluriel que de porcelet. C'est dès lors la question des sacrifices que je vais aborder dans cette avant-dernière leçon, selon le plan que vous voyez s'afficher. Alors j'ouvrirai la deuxième heure après une courte pause, pour vous laisser quand même le temps de vous dérouiller les jambes. Je ferai une courte pause et puis je présenterai les lignes de force conclusives des cours de cette année et je reviendrai sur le profil de Déméter et notamment quand elle est thesmophore. Donc les sacrifices d'Élien, j'avais refermé la leçon précédente sur un très curieux rituel d'Élien dont les contes de l'île nous parlent de façon assez allusive, puisque, évidemment, l'objectif de ces documents n'était malheureusement pas de répondre aux questions des chercheurs modernes. En prévision des nyctophylaxia, donc la célébration de la garde nocturne, si je transpose ce que nous en dit le nom, les hiéropes, donc les magistrats sacrés de l'île, devaient engager les frais d'acquisition d'une truie pleine. Vous avez ici us encumone, donc la truie pleine, ainsi que le coût de la rétribution de celui ou ceux qui vont dégager puis refermer l'embrasure du mégaron. Alors l'information est certes très précieuse, mais que pouvons-nous en faire? Je vous ai brièvement présenté, en terminant la leçon précédente, l'hypothèse de François Salvia qui faisait des nyctophylaxia, et vous avez donc là, j'ai remis la référence à l'article de Salvia ici. Salvia faisait des nyctophylaxia une variante locale du rituel du mégaritzein, c'est-à-dire de la précipitation des porcelets dans les mégaras, tel que l'a mentionné l'ascolie à Lucien et le protreptyque de Clément d'Alexandrie, dont nous avons parlé précédemment. Pour évaluer l'interprétation en question, il me faut d'abord replacer ce rituel sur l'arrière-plan des autres sacrifices qui sont accomplis au thesmophorion. En effet, les contes prévoient toute une série d'animaux, et s'ils sont là, c'est parce qu'ils coûtent, ils grèvent le budget, donc il faut les mentionner. Donc tout cela a un coût, et cela apparaît donc dans les contes qui nous sont parvenus. Comme l'avait bien identifié Philippe Bruneau dans son ouvrage très important dont je vous ai montré la référence la fois dernière, donc un ouvrage qui remonte au début des années 70, 3 ensembles d'animaux de sacrifice associés au thesmophorion et aux thesmophories ressortent des contes d'Élien pour le mois de Métagaïtnion, c'est-à-dire toujours ce mois de août-septembre, au cours duquel les frais de tout ce qui touche aux thesmophories à Delphes sont engagés. Alors on a, premier élément sacrificiel, un porcelet qu'impose la purification du thesmophorion, que ce soit pour les thesmophories ou les nyctophylaxia. Vous avez ici donc koiros to thesmophorion katarastai. Ça n'a rien d'exceptionnel ni de spécifique au thesmophorion. Les contes d'Élien nous présentent des listes entières de porcelets pour la purification de tous les sanctuaires qui sont, où des rituels sont engagés, et je dirais que c'est quelque chose d'assez banal dans le monde grec. On a ensuite 3 animaux qui apparaissent à la suite l'un de l'autre, une truie pleine pour le sacrifice à Déméter, un animal sacrificiel pour Corée, un animal sacrificiel pour Zeus Eubouleus. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une tucia, c'est-à-dire un sacrifice sanglant de type alimentaire classique, je dirais. Et vous avez ici donc la référence aux animaux sacrificiels de façon générique, mais dans une autre inscription un tout petit peu plus récente, on a
l'identification de l'animal en question pour Corée, même si elle n'est pas mentionnée ici, et pour Zeus eubouleuse, c'est un delphakion, c'est-à-dire un goré, un jeune porc, mais qui est moins jeune que le koiros, c'est-à-dire le porcelet au sens strict. Donc voilà le deuxième ensemble. Donc on a d'abord ce porcelet pour la purification, puis ces trois animaux, une triplaine, et puis deux delphakia pour Corée et pour Zeus eubouleuse, dans le cadre des thesmophories. Troisième ensemble, puisque je vous disais qu'il y en avait trois, ce sont des mentions d'animaux qui sont destinés à un rituel, ici, que vous avez donc en grec, et que j'ai laissé en translittération dans la traduction, l'ectusia, à Déméter et à Zeus eubouleuse, donc des animaux sacrificiels. Et on peut faire l'hypothèse, grâce à une autre inscription de Délos, que ces animaux sacrificiels, puisqu'ici vous avez Hiereia, ce sont en fait, là encore, des porcelets, des koiroi, en mettant en parallèle cette inscription et l'autre. Alors, voilà donc les trois ensembles. Le koiros purificatoire, les trois animaux pour une tusia normale, et puis ce rituel assez mal attesté, qui s'appelle ici dans les inscriptions une ectusia. Donc plusieurs réflexions surgissent de la lecture de ces textes. Ma première réflexion se fonde évidemment sur leur nature comptable. Les prix pratiqués, vous les voyez ici en rouge, les prix pratiqués attestent que la truie pleine était généralement l'offrande la plus coûteuse. Il y a une exception en 250 où on a une truie pleine de 15 drachmes et pour un goré de 24 drachmes. Mais la tendance générale, c'est la truie pleine qui est évidemment une offrande extrêmement importante et coûteuse et qui prive la communauté puisque la truie est pleine. Et quand la divinité destinataire est déterminée, il s'agit toujours de Déméter, qui, donc en un jeu de miroir que nous avons déjà vu à l'œuvre ailleurs. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé des ergas de Déméter et des rituels qui lui étaient associés beaucoup plus largement, puisque là je ne parlais pas spécifiquement de Délos, une bête pleine était régulièrement offerte à Déméter ainsi qu'à Gé, mais surtout à Déméter. Le koiros, donc, je vous l'ai dit, pour la purification, c'est banal, mais le fait notable, en revanche, est que les démarches sacrificielles orientées vers les différents dieux du thesmophorion sont exclusivement des porcins. Vous remarquez, une truie pleine pour Déméter, de jeunes porcs mâles pour Corée et Zeus eubouleuse, et des porcelets pour l'ectusia, à laquelle je vais m'arrêter un instant, puisque je n'ai pas traduit le mot en question. Donc, de quoi s'agit-il ? Le terme, en fait, est attesté plusieurs fois dans les inscriptions déliennes, et pas seulement au thesmophorion. Et si je prends le sens presque étymologique du terme ectusia, c'est ce qui est intégralement sacrifié, avec le préfixe ek qui signifie l'accomplissement intégral de l'opération qui suit dans le mot lui-même. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une tusia, mais où la combustion est intégrale, puisque derrière la racine tuein, vous avez l'idée de combustion. Et en l'absence dans les contes de Délos d'autres termes dans le vocabulaire grec, parce qu'il y en a d'autres, qui désignent la combustion intégrale d'un animal, il semble que l'hypothèse d'un holocauste est ici tout à fait recevable. Donc ici, on aurait dans ce troisième ensemble des sacrifices pour Déméter et son équipe dans le thesmophorion de Délos, on aurait cette référence donc à un holocauste. Je vous rappelle que la manipulation rituelle qui consiste à faire se consumer intégralement un animal est quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde grec. C'est attesté, bien sûr, mais contrairement à ce qu'on a pu écrire il y a plusieurs décennies, on est aujourd'hui beaucoup plus prudent et on voit bien que ce genre de rituel est relativement rare. Et en tout cas, ici, dans les sacrifices du thesmophorion, cette ectusia apparaît moins souvent que les autres sacrifices. Donc on voit bien que c'est une procédure qui est plus spécifique et plus particulière.
Et c'est une démarche, évidemment, qui n'est ni banale ni anodine. Dans la sémantique générale du sacrifice grec, ce type de rituel, qui consiste donc à faire se consumer intégralement un animal, délivre un message spécifique. À partir du moment où on considère qu'une offrande sacrificielle est un processus de communication par rapport à un destinataire ou plusieurs destinataires, il est clair qu'il y a une forme de message qui est transmis. Et le message, en l'occurrence d'un animal qui se consume intégralement, est spécifique au sens où la commensalité, qui est normalement de mise lors d'une tusia, n'est évidemment pas possible à partir du moment où l'animal est intégralement brûlé. Alors qu'une tusia est suivie d'un banquet. Et on le voit très nettement, on voit cette distinction à Délos, et c'est ma deuxième remarque, c'est sur la tenue d'un banquet. On voit bien que dans le cadre des thesmophories d'Éliane, l'inscription que vous avez sous les yeux, donc IG 11.2.287a, laissait percevoir la tenue d'un banquet dans la mesure où vous avez la mention d'un mageiros. Qu'est-ce que c'est un mageiros? C'est un boucher cuisinier. Mais aussi l'obligation pour un certain Nicostratos de tendre et de remettre en état les couches. Et les couches ici, c'est klinai. C'est spécifiquement le terme qui sert à désigner les couches du banquet. Donc on voit bien qu'ici, on a dans cette inscription qui comprend les impedimenta habituels, vous avez le fait de blanchir à la chaux les autels, vous avez le fameux porcelet pour purifier le thesmophorion, vous avez la truie, les animaux sacrificiels pour la triade, et puis donc vous avez toute une série d'éléments. Cette tenue de banquet est confirmée dans cette autre inscription. Donc ici, on était en 250, là, on descend en 200. On a donc à nouveau les animaux habituels. Je vous ai dit à quel point ces documents étaient répétitifs. Attendez, que j'ai l'impression que je me suis trompée dans ma... Remettre en état les couches. Oui, voilà, pardon, j'étais en retard dans mes diapos. Donc ici, en 269, on a la mention de deux broches en chêne. Vous avez l'obligation de réparer takalkia. Alors c'est soit de la vaisselle en bronze, soit d'autres broches, mais en métal cette fois. Et puis vous avez du bois, des branchages et des bûches pour faire cuire les animaux de sacrifice, ce qui est une mention relativement rare dans notre documentation épigraphique. Donc on voit bien que là, on a une cuisine sacrificielle qui est en train de se mettre en place. Et donc la mise en perspective des frais de plusieurs années permet de saisir en pointillé ce qui était nécessaire au banquet des thesmophories, outre la fourniture des animaux sacrificiels. Remettre en état les lits de banquet, la vaisselle en bronze ou d'autres instruments culinaires, prévoir des broches, du bois pour cuire la viande. Alors dans une autre inscription que je n'ai pas mise à l'écran, vous avez des légumes de saison qui sont aussi prévus, des fruits et des légumes de saison. Il faut donc s'adjoindre, on vient de le voir, les services d'un mageiros, dont la compétence est à la fois celle d'un boucher et d'un cuisinier. Alors dans son célèbre article que je vous ai déjà affiché ici, très célèbre article sur les violentes eugénies paru dans la cuisine du sacrifice en pays grec en 1979, Marcel de Tienne avait considéré que la présence d'un mageiros, donc d'un boucher cuisinier, dans le cadre thesmophorique, était due au fait que les femmes ne pouvaient pas sacrifier elles-mêmes. C'était la thèse de son article. C'est-à-dire que dans ce livre sur la cuisine du sacrifice, de Tienne avançait la thèse que les femmes grecques étant exclues de la vie politique et le sacrifice étant un marqueur d'identité politique aussi, elles étaient mises à l'écart du sang sacrificiel, voire même de la viande. C'était la thèse qu'il présentait dans cet article qui a eu beaucoup d'écho. Et donc, dans sa perspective, le fait de devoir solliciter un mageiros était lié au fait que les femmes ne pouvaient pas sacrifier elles-mêmes. Il fallait donc prévoir l'intervention d'un homme à cette fin. Et selon lui, certains textes, et je vous en montrerai
j'en afficherai un tout à l'heure à la deuxième heure, certains textes montrant des femmes avec des couteaux de sacrifice, voire des épées, lors des thesmophories, selon lui, n'était qu'une projection inversée de l'interdit qui aurait frappé les femmes dans la relation au sang qui coule lors du sacrifice. Alors, il est clair, et on le verra tout à l'heure, que ces épisodes sont le fruit d'élaborations narratives assez fantasmatiques, mais cela n'implique pas nécessairement qu'il faille y voir un monde à l'envers. Ce peut être au contraire une sorte de déploiement extrême de cette potentialité violente que recèlent les instruments sacrificiels en soi, mais qui étaient effectivement manipulés par les femmes pendant la fête. Et j'ai mis ici un renvoi à l'article de Robin Osborne en 1993 qui remettait un peu en cause cette hypothèse de Detienne en montrant que la documentation ne permettait pas d'aller aussi loin. Et j'ajouterai un argument à l'article d'Osborne sur la base du dossier des liens que je suis en train de vous présenter. En effet, la même entrée sur le Mageiros, donc vous avez vu dans la liste, on a Mageiro, est consignée dans les contes de la fête d'Héliène de Poséidon, qui est tout sauf une fête de femmes. Au contraire, beaucoup de cultes à Poséidon, enfin un certain nombre, pas beaucoup, un certain nombre de cultes à Poséidon, nous savons qu'ils étaient même interdits aux femmes. Donc, de part et d'autre, en fait, que ce soit pour Poséidon, que ce soit pour les thesmophories, on a affaire à un banquet suffisamment important pour recourir au service d'un boucher cuisinier. Pour celui, donc, un boucher pour celui des thesmophories, voire même plusieurs, parce qu'on a des datifs pluriels, mageirois pour les Posidea. Et selon les calculs de Philippe Bruno, les Posidea devaient accueillir environ 1500 à 2000 personnes. Mais on ignore le profil des participants. Était-ce interdit aux femmes, par exemple? On n'en sait rien, parce que les contes n'ont pas évidemment vertu à nous renseigner sur ce genre de choses. Malheureusement, on n'est pas en mesure de procéder à une telle estimation pour les thesmophories locales et leur fréquentation féminine. S'il s'agissait, comme on peut le penser, par comparaison avec Athènes, des épouses de citoyens, plusieurs centaines de participantes étaient sans doute attendues, mais on ne peut guère dépasser cette projection assez vague. Mais on peut comprendre qu'il y a eu la nécessité d'avoir un boucher cuisinier dans ce contexte-là, sans aller jusqu'à considérer que l'on peut en déduire un interdit sur le sacrifice féminin. Je soulignerai néanmoins une différence notable avec l'Athènes classique qui vous a peut-être déjà frappé en fonction de ce que nous avons vu précédemment. En effet, les orateurs attiques, souvenez-vous, attestent que le banquet des thesmophories en Attique était organisé à l'échelle des dèmes, sous la forme d'une liturgie, c'est-à-dire l'implication financière des citoyens nantis au nom de leurs femmes. Adélos, en revanche, et tous ses contes l'attestent absolument clairement, c'est la cité elle-même, aidée par la caisse sacrée du sanctuaire d'Apollon, qui prend en charge les animaux sacrifiés et les impedimenta du sacrifice. Quant à l'organisation concrète de ce moment de convivialité, évidemment, inutile de vous dire que malheureusement, elle nous échappe. Elle nous échappe. Et notamment le temps et le lieu où intervenait le Mageiros précisément dans cette fête de femmes. Parce qu'il y avait un interdit, ça on peut le déduire de la comparaison avec d'autres rituels. Donc à quel moment est-ce que ce Mageiros était autorisé finalement à accéder au sanctuaire? On n'en sait rien. On peut toutefois supposer que le banquet faisait partie des réjouissances dont on sait à Athènes qu'elles se tenaient lors du 3e jour. À Athènes, c'était ce jour de la belle naissance, la Kalligeneia, où avait lieu un banquet. Mais, encore une fois, je le répète, parce que c'est méthodologiquement essentiel, il est toujours très délicat de projeter sur l'ensemble du monde grec fus Délos, mais c'est Délos au temps de l'indépendance, ce n'est pas sous autorité athénienne. Il est toujours délicat de projeter sur le monde grec des informations que l'on a en plus grande quantité pour Athènes. La rétroprojection de ce point de vue-là est délicate. La seule hypothèse raisonnable à faire, c'est qu'il s'agissait des variations sur un thème partagé, celui que le scoliaste de Lucien résumait si joliment en une formule croisée, la naissance des fruits de la terre et l'ensemencement des humains.
Là, je dirais qu'on est dans la trame thesmophorique. Après, les motifs se déploient. Qu'en est-il alors du rituel du Megarit-Zain à Délos? Je n'ai pas oublié que je dois vous parler des nyctophylaxia, qui est mon deuxième point. Alors, dans les différents sacrifices des liens associés au thesmophorion, si je laisse de côté l'holocauste de Porcelet pour l'ectusia, si j'ai raison d'y voir un holocauste, Déméter reçoit systématiquement une truipleine, je l'ai dit. C'est l'animal de prédilection de la déesse dans les dépenses de Métagaïtnion. Et comme c'est le seul animal qui est également mentionné pour les nyctophylaxia d'Arésione, le cadre de la fête est bien démétriaque. Ça, je pense que c'est un constat que l'on peut faire. Et François Salvia avait parfaitement raison dans son article de 2001 de rejeter l'attribution de la célébration à d'autres destinataires. Sur les nyctophylaxia, on a beaucoup fantasmé. On fantasme en proportion de l'information dont on dispose. Donc là, le fantasme était très important parce que l'information était minimale. Et donc, on y a vu un rituel pour Dionysos, on y a vu une fête des morts, mais je pense que là, la grille de lecture de l'animal sacrificiel montre bien que Déméter est en arrière-plan de cette opération sacrificielle. Mais que faisait-on de cette truipleine pour le mégaron? Il y a une association évidente, c'est-à-dire que cette truipleine, elle est eis to mégaron, donc elle est pour le mégaron. Mais, encore une fois, il me semble qu'il faut brider notre imagination dans l'interprétation de ce rituel, et ce, sur plusieurs points. Le premier point est le traitement de l'animal, qu'il s'agisse de la truipleine, pour Déméter ici, ou les porcelets des mégaras, tels que la Scolie nous les décrit. Voilà ce qu'écrit François Salvia dans son article. Il faut souligner que la truie destinée au mégaron du thesmophorion n'était pas égorgée. Recluse en cette basse fosse, elle périssait de faim, de soif, d'étouffement, d'épuisement. Rien dans notre documentation ne nous dit qu'elle n'était pas égorgée. Le fait, en fait, que les porcins étaient jetés vivants dans les mégaras est une information dont se saisit Salvia, mais qui repose sur une correction textuelle d'un passage de Clément d'Alexandrie. Je vous montre. On a déjà parlé de ce passage du protreptique, et lors des thesmophories, nous dit Clément, on précipite des porcelets en les mégarisant. Entois thesmophoriois megarit zontes koirus embalusi. Ça, c'est le texte qui nous est parvenu. Et on a corrigé, un érudit du début du XIXe siècle a proposé la correction suivante, entois thesmophoriois megarois zontas koirus embalusi, ce qui change évidemment le sens, on précipite des porcelets vivants dans des mégaras. Bon. Cette correction s'impose d'autant moins que le verbe mégarit-zain, même si il est spécial, même rare, il est attesté par ailleurs dans ce sens, de jeter quelque chose dans un mégaron. Il n'est donc pas du tout assuré ou même évident que les porcins au cœur d'une telle opération étaient toujours vivants. Et Salvia continue, pour vous montrer un peu comment la construction d'un argument peut se faire. Donc, cette incarcération à mort d'une bête précipitée vivante, sans aucun sang versé, est très originale. Il ne s'agit pas d'un sacrifice à proprement parler, ni d'une oblation. Les restes sont récupérés pour un usage intéressé, la fertilisation des semences. Vous voyez, c'est la scolie qui est derrière. C'est un dépôt mis en attendant sous la garde des divinités du thesmophorion. Un dépôt, c'est-à-dire des thesmoi. L'exhumation et le transport de ces thesmoi vers les autels du sanctuaire constituaient l'acte le plus significatif des thesmophories. Donc, fin de citation. Alors, j'ai déjà affronté la question des thesmoi et du nom de la déesse dans un cours précédent et je n'y reviens pas. Quant à l'originalité du processus que Salvia souligne, nous sommes mal armés pour en identifier les contours, que ce soit en raison du caractère allusif des traditions textuelles ou de l'absence d'informations issues de l'archéozoologie sur ce point précis. Vous savez que maintenant, les fouilles archéologiques prennent beaucoup plus au sérieux qu'auparavant les petits objets, dans les fouilles de sanctuaires notamment, mais aussi les ossements d'animaux, et qu'il y a une discipline qu'on appelle l'archéozoologie qui
travaille ces trouvailles et qui permet d'en tirer toute une série d'informations extrêmement importantes. Mais là où l'on a cru retrouver, archéologiquement parlant, des mégaras, outre, je vous l'ai dit, l'incertitude de toute une série de ces identifications, les ossements éventuellement mis au jour dans ces cavités ne permettent pas de reconstituer les conditions précises dans lesquelles ils sont arrivés là. L'archéozoologie a ses limites. Le seul élément de notre documentation qui peut faire penser à une précipitation d'animaux vivants est en fait la tradition de Potniaï en Béotie dont je vous ai parlé la semaine dernière. Pausanias, souvenez-vous, rapporte, mais au IIe siècle de notre ère, que des porcelets nouveau-nés précipités dans des mégaras étaient censés réapparaître un an plus tard à Dodone. Alors évidemment, il n'y croit pas, c'est évident en fonction de la fin de ce passage. Il affiche donc un scepticisme évident à l'égard d'un tel récit, mais le voyage souterrain des porcelets, évidemment, ne peut mettre en scène que des animaux disparus vivants et entiers dans les cavités. Donc il y a une sorte de, comment dirais-je, de vraisemblance derrière. Donc la représentation, même si l'histoire est sujette à caution, ce qu'elle est, la représentation qui l'informe implique que les porcelets étaient évidemment vivants. Mais quelle était alors la portée du rituel de Potniaï? Si les animaux avaient disparu, cela signifie que l'offrande avait été agréée par son destinataire, mais sans faire l'objet de manipulations ultérieures. Donc c'est extrêmement difficile de projeter ce qu'on sait par ailleurs de la scolie sur tous ces rituels. De quoi disposons-nous? Je reviens aux nyctophylaxia déliennes. De quoi disposons-nous pour les nyctophylaxia? Je reprends donc les inscriptions qui concernent la fête. Première information, on doit percer une embrasure de porte. Très concret, hein. Vous voyez, on a ici totiretron, tois nyctophylaxioi. Alors voilà le percement, et puis on doit la reboucher. On doit la reboucher, cette embrasure. Comme la dépense est unique pour les deux opérations, l'ouverture et la fermeture, on peut en déduire qu'elles sont proches dans le temps. Première information. Deuxième information, les frais d'une true pleine, je l'ai dit, doivent être engagés pour le mégaron. On a vu combien cet animal était le privilège de Déméter dans les contes d'Élia. Malheureusement, dans la mention unique de l'animal dans le contexte des nyctophylaxia, la seule destination de l'offrande est le mégaron lui-même. Vous voyez, us encumon, eis to mégaron to entu tesmophorio. Or, quand on voit les autres truies pleines dans les contes d'Élien, on a la truie pleine pour le sacrifice à Déméter, la truie pleine pour Déméter, la truie pleine pour les tesmophores, même si c'est un cas un peu discutable, à nouveau le sacrifice, les tesmophories, donc la bête pleine pour Déméter aux tesmophories, et puis on a donc us encumon eis tesmophoria, là sans destinataire, mais on voit bien qu'on a des mentions extrêmement précises. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les nyctophylaxia, mais on a une occurrence. Par exemple, si on n'avait que cette occurrence-ci pour la Tucia des tesmophories, c'est vrai qu'on devrait faire l'hypothèse que Déméter est derrière, mais on a tout ça, donc c'est relativement facile à faire. Pour les nyctophylaxia, on n'a qu'une occurrence, donc ça complique notre travail. Il est donc probable, je dirais, qu'à l'instar de ce que la scolie de Lucien exprime, l'animal prévu pour le mégaron d'Élien au mois d'Arésione est lui aussi offert en action de grâce à Déméter. À partir du moment où on a cette truie pleine, je vous l'ai dit tout à l'heure, Déméter est dans le paysage. Même s'il n'est pas fait donc référence à une tucie du type de celle des tesmophories lorsqu'il s'agit des nyctophylaxia. Quant à l'obligation d'ouvrir et de fermer le mégaron, elle laisse peu de place au doute. L'animal préféré de Déméter était, selon toute probabilité, destiné à cet espace, à être enfermé dans cet espace. Doit-on pour autant imaginer que cet animal était enfermé vivant, tandis que la garde nocturne donnant son nom au rituel accompagnait l'agonie de l'animal qui devait dans de telles conditions durer plusieurs jours? Il faut aller au bout. À partir du moment où
d'abord ce genre de rituel, il faut aller au bout de l'idée. Or, en l'absence d'informations fiables sur le traitement réservé aux animaux associés au rituel du Mégaron, je pense qu'il faut éviter les spéculations fondées sur la seule correction du manuscrit de Clément d'Alexandrie ou le récit fabuleux que les gens de Potniaï ont fait à Pausanias. J'attire en outre votre attention sur un angle mort de toute cette histoire. Seuls les nyctophylaxia voient intervenir l'ouverture et la fermeture du Mégaron. Si, comme l'écrit François Salvia, il s'agissait ensuite de récupérer aux thesmophories les restes putréfiés de l'animal, etc., on ne comprend pas pourquoi la même dépense n'était pas prévue lors des thesmophories. Donc, vous voyez qu'il est extrêmement difficile et probablement trop aventureux d'aller au bout de la projection de cette scolie de Lucien sur un matériel extrêmement fragmentaire. Le dossier reste, à mon sens, ouvert, et la seule conclusion que l'on peut en tirer est la convergence entre quelques éléments constitutifs, c'est-à-dire le lien de cette opération avec le thesmophorion, ça c'est important, on voit bien que quelque chose se joue là, mais dans une variation locale d'un rituel dont le détail nous échappe. Il y a la centralisation d'une structure appelée Mégaron en ce lieu, ça c'est sûr, le recours à un porcin, que sa qualité de bête pleine associée à Déméter. Et je pense qu'il faut s'arrêter là, dans l'interprétation de ce rituel des nyctophylaxia. Encore une fois, il y a des convergences, mais le détail de la manipulation nous échappe. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la question de la spécificité de cette association entre la déesse et les porcins, parce qu'évidemment, dans toute étude du sacrifice grec, et vous savez à quel point le sacrifice est central dès que l'on parle de religion grecque, c'est pour ça que je mets aussi l'accent sur cette procédure qui est fondamentale. En fait, il y a donc une association manifeste entre la déesse et les porcins. Je voudrais donc l'aborder, l'analyser avec vous, afin d'en étudier la récurrence et la spécificité. Donc, troisième point, des porcins pour Déméter. En effet, dans toute enquête sur le profil de Déméter, et c'est quand même ce à quoi je m'attache depuis quelques semaines maintenant, il faut souligner donc cette impressionnante convergence des données littéraires, épigraphiques, archéologiques, soulignant l'association entre la déesse et les porcins. Même si elle n'est pas, loin s'en faut, la seule divinité à recevoir ce type d'animal en offrande, les rituels et les sanctuaires de Déméter sont assurément en première ligne pour les sacrifices de ce type. Donc, ce n'est pas une exclusivité, mais c'est assurément une spécificité. Et à toutes les étapes du développement des représentants de l'espèce en question. On l'a vu, il y a des koiroïs, c'est les porcelets. Dans la tradition de Potniaï, ce sont des nouveau-nés, donc des tout jeunes porcelets. On a les delphakia, on a les gorées, les jeunes animaux, mais qui ne sont plus des tout jeunes. Et puis la triplaine, évidemment, est une représentante femelle de l'espèce en gestation. Je vous l'ai dit, d'un point de vue archéologique, on a vraiment des tendances lourdes à cet égard. Évidemment, pour les sanctuaires qui ont pu bénéficier de recherches archéozoologiques bien menées. C'est le cas de 4 sanctuaires de Déméter, que je vous ai pointé sur la carte ici, Mytilène, dans l'île de Lesbos, que vous avez ici, Knossos, en Crète, Corinthe, ici, dans l'Isthme, et puis Cyrène, alors bon, ça dépasse ma carte, donc j'ai mis une flèche, dans la Libye actuelle, donc au nord de l'Afrique. L'analyse donc, des ossements, relativement récente sur les chantiers de fouilles, offre une intéressante voie d'accès à la question des espèces qui étaient offertes à la divinité du lieu et aux manipulations éventuelles dont ces animaux ont fait l'objet, puisqu'on trouve parfois des signes de découpe sur les os qui donnent une indication très intéressante en termes de boucherie sacrificielle. Alors, hormis à Mytilène, où vous voyez qu'on a un équilibre entre bovidés, ovins, caprins et suidés,
dans les 3 autres sanctuaires, on le voit, c'est le gris clair, vous avez un nombre extrêmement important et des taux nettement majoritaires d'ossements de porcins. Donc on a là une indication, alors certes, qui a ses limites, puisqu'on a un nombre restreint de sanctuaires et que nombre de sanctuaires de Déméter et d'autres divinités n'ont pas fait l'objet de ce type d'investigation, mais néanmoins on a là une tendance. Et je voudrais analyser cette prédilection divine par rapport à une espèce animale. Je voudrais vous montrer aussi que l'épigraphie peut nous aider beaucoup. C'est une voie d'accès très intéressante. Une autre voie complémentaire, donc, qui a été suivie par une de mes doctorantes dont je voudrais vous parler du travail. Elle s'appelle Zoé Pitts et la thèse qui a été soutenue en 2019 va paraître sous le titre « Le bestiaire sacrificiel grec ». Et donc, Zoé Pitts a étudié les associations entre espèces animales et divinités dans les normes rituelles épigraphiques. Donc, c'est un corpus épigraphique spécifique, les normes rituelles épigraphiques. Alors, évidemment, l'analyse est complexe, car les différents biais inhérents à ce type de document doivent être soigneusement affrontés. L'enquête a ainsi permis d'obtenir des tendances significatives, mais quand ça devient significatif, quand certaines espèces font manifestement exploser les limites attendues sur un plan statistique. Vous voyez ce graphique à l'écran. Concernant donc les porcins dans les normes rituelles, on a donc les différents destinataires. J'ai entouré ceux qui m'intéressent tout particulièrement, qui relèvent de ce que j'appelle au sens large le contexte démétriaque. Alors, vous avez des effectifs en gris, ce sont les effectifs attendus sur un plan statistique. Je vous passe le détail de l'opération qui aboutit à ce type de résultat. Et en jaune, vous avez les effectifs réels, c'est-à-dire ce qui a effectivement été offert et qui apparaît dans les inscriptions. Le gris donc marque ce que le calcul de probabilité annonce, le jaune l'effectif réel, et ce sont les cas où la différence est significative que l'information a tout son intérêt. On voit apparaître des effectifs réels hors normes, vous le voyez ici, ici et là, des effectifs réels hors normes dans les contextes démétriaques au sens large pour Déméter, pour Corée et pour Kourotrophos. Alors, dans le cas de Zeus, évidemment, je ne peux pas totalement passer au bleu ce résultat. Dans le cas de Zeus, l'effectif théorique et l'effectif réel sont rapprochés, mais l'ensemble atteste néanmoins que l'offrande de porcin lui est régulièrement faite, comme aux divinités du contexte démétriaque. Et ça, on en reparlera à la fin, enfin, dans la deuxième heure, puisque les deux cours sont réunis. Alors, le cas de Kourotrophos doit être évalué avec nuance. Ça fait partie des biais dont je vous parlais d'emblée. En effet, cette récurrence d'offrande, il s'agit en fait d'une récurrence d'offrande préliminaire de porcelet à cette entité divine à Athènes. C'est-à-dire qu'on a là un biais documentaire dont il faut bien souligner les effets. C'est la récurrence d'offrande préliminaire de porcelet à cette Kourotrophos à Athènes qui explique un effectif réel qui crève le plafond attendu. Là, je n'aurai pas vraiment le temps d'en reparler, mais ça nous dit quelque chose de la Kourotrophos. J'évoquerai brièvement cela tout à l'heure. Et quand on se trouve évidemment en contexte démétriaque pour Déméter, pour Corée et pour Kourotrophos, quand on se trouve à ce degré de représentation d'une espèce animale en association avec un destinataire divin, les arguments économiques ou les arguments fondés sur l'élevage ne peuvent plus être seuls invoqués dans la justification du choix, même s'ils ne doivent jamais être oubliés. C'est-à-dire qu'effectivement, le choix d'un animal, vous ne pouvez pas vous abstraire des impératifs économiques, de disponibilité des animaux en question en fonction des impératifs de l'élevage local. Ce sont des aspects concrets dont vous devez évidemment vous saisir. Mais quand apparemment il y avait le choix et les moyens d'opter pour tel ou tel animal, le choix, aussi marqué que dans le cas du contexte démétriaque, a un sens.
Et il est raisonnable de supposer qu'il y a bien quelque chose qui se joue entre l'espèce et la divinité en tant que vecteur de la communication que les humains veulent engager avec le destinataire de l'opération. Toujours dans cette idée que le sacrifice est une forme de langage qui entre en communication avec un destinataire. Je peux faire la même analyse pour les bêtes gravides, les bêtes pleines, dont on a vu qu'elles étaient bien présentes aux différentes occasions liées aux ergas de Déméter. C'est le cadre où on en a le plus, des bêtes pleines. Et là encore, le travail de Zoé Pitts est très intéressant. Elle a fait donc le même exercice. Et les tableaux qui ressortent de l'analyse des normes rituelles est significatif de cette association privilégiée avec la déesse. Vous avez ici la distribution des femelles pleines sacrifiées par destinataire. Alors, on laisse tomber ceci, qui, à mon sens, repose sur une difficulté d'interprétation, mais vous voyez, Déméter se taille la part du lion, et vous voyez ici la question des effectifs théoriques et des effectifs réels. Là encore, vous avez Déméter, le contexte démétriaque, où on a une explosion des quantités, il faut rester modeste. Quand je parle de calcul statistique, ça fait partie aussi un peu des biais de ce genre de travail qu'il faut mesurer avec beaucoup de précaution, c'est que nos échantillons ne sont pas évidemment à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour une véritable analyse statistique au fond. Vous remarquez que je ne vous parle pas de pourcentage, parce qu'en général, on n'atteint pas la centaine. Donc il faut prendre tout cela avec beaucoup de précaution, mais je pense que dans le cas qui m'occupe ici, pour le contexte démétriaque, l'explosion de la représentation est un indice sur lequel on peut s'appuyer. Et ce que le tableau ici, les deux tableaux ne disent pas, mais que j'ajoute, c'est que les femelles pleines en contexte démétriaque sont majoritairement détruites, alors que pour les autres déesses, ce sont des brebis et des vaches. Donc la récurrence des porcins se confirme aussi pour les bêtes pleines. Le même type de questionnement est intéressant à formuler concernant le choix du sexe de l'animal sacrificié. Vous voyez que dans ce langage sacrificiel qui met un animal au cœur de l'opération, il y a différents choix qui peuvent être opérés, à la fois dans le profil de l'animal et puis des manipulations qu'on lui applique. On l'a vu pour Délos, on a une tussia normale, on a une ectussia qui doit être un holocauste, et puis cette affaire autour du mégaron dont on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Mais on voit bien qu'il y a là différentes manières de se saisir d'un animal pour dire quelque chose à la divinité à laquelle on l'offre. Et le sexe de l'animal est aussi un indicateur intéressant. Là, la tendance majoritaire est d'offrir une femelle aux déesses et un mâle aux dieux. La thèse de Zoé Pitts a confirmé de façon systématique ce que l'on pressentait sur ce point. Là encore, les déviations par rapport à la norme, évidemment, sont des indicateurs intéressants. On a une tendance et puis on a des anomalies. Or, vous aurez peut-être remarqué, parce que je ne l'ai pas souligné jusqu'ici, que les sacrifices au Thesmophorion de Délos associent systématiquement une femelle à Déméter, un mâle à Zeus Eubouleuse, donc là on est dans la norme, une femelle pour une déesse, un mâle pour un dieu, et puis on a Corée, qui est bel et bien une déesse, la fille de Déméter, qui reçoit le même animal que Zeus Eubouleuse, un Delphakion. Si l'on regarde ce qui se passe ailleurs, sous forme d'un tableau des effectifs attendus et des effectifs réels pour les femelles, voilà ce que l'on constate. Donc ici, vous avez la comparaison des effectifs réels et théoriques de femelles sacrifiées par destinataire, et ici, vous avez une comparaison des effectifs réels et théoriques de mâles sacrifiés par destinataire. Bon, pour les femelles sacrifiées, on s'attend à trouver essentiellement des déesses, selon la règle que je viens d'exposer. C'est effectivement le cas, puisque quand on arrive à Dionysos, ben là, on n'a pas de femelle, à Hermès, on n'a pas de femelle, à Poséidon, on n'a pas de femelle, à Zeus, on en a un tout petit peu, mais surtout, pour Corée, on n'en a pas. Et quand on regarde ici la comparaison des effectifs réels et théoriques de mâles sacrifiés par destinataire, vous voyez donc, selon la règle, ce sont surtout
les dieux qui vont recevoir ce genre d'offrande. Effectivement, Aphrodite ne reçoit pas de mâle, Artémis non plus, Athéna un tout petit peu. Ici, contexte démétriaque, ben forcément, il y a Corée dans le contexte démétriaque. Et puis surtout, vous avez ici Corée qui reçoit des mâles. Vous voyez ici, Poséidon en reçoit, Zeus en reçoit, Dionysos, Hermès aussi, mais ça c'est normal. Mais Corée, ici, vous avez la contre-épreuve d'un tableau à l'autre. Donc Corée est la seule déesse à ne recevoir aucune femelle dans le premier tableau, une tendance donc, que vient confirmer le deuxième tableau où elle reçoit des mâles. Alors, cette situation n'est pas le fait d'un biais documentaire associé à une seule cité, comme c'était par exemple tout à l'heure le cas avec Urotrophos et ses porcelets qui explosaient toutes les limites. Là où se trouve épigraphiquement attesté un sacrifice à Corée, l'animal offert est un mâle, que ce soit un porc ou un bélier. Parfois, dans d'autres cités, on a un bélier. Alors, ce choix étonnamment récurrent, parce que là, on est presque dans l'exclusivité et pas uniquement dans la spécificité, doit avoir une signification précise. Ne fût-ce qu'en contraste, alors vous m'excuserez l'expression, en contraste avec l'hyperfemellité de la tripleine. Quelque chose dans le profil divin de la fille de Déméter active la nécessité de lui offrir un animal, un mâle, mais je ne suis pas encore suffisamment sûre de moi à ce stade dans l'interprétation pour aborder ce point davantage en profondeur. Vous savez que le Collège de France et la recherche sont en train de se faire, et là, il y a un mécanisme pour lequel je ne me sens pas encore suffisamment armée pour vous présenter quelque chose qui tienne la route. Mais vous voyez à quel point c'est impressionnant sur le plan des tableaux que je viens de vous présenter. J'en reviens dès lors, après ce parcours dans la documentation archéozoologique, dans la documentation épigraphique, j'en reviens dès lors à la question des porcins. Donc, on l'a vu apparaître dans la tradition littéraire, avec la scolie à Lucien, les indignations des pères de l'Église, ainsi que les allusions aristophanesques. Souvenez-vous, dans les Thesmophoria Zousa, il y avait ce jeu sur koiros qui peut signifier aussi sexe féminin. Donc, on voit bien que là, il y a un champ de possibles et de rapprochements très, très, très significatifs. On sait également, même si cette façon pas toujours très explicite, que les candidats à l'initiation à Éleusis, or s'il y a bien un cadre démétriaque par excellence, c'est les mystères d'Éleusis, les candidats à l'initiation à Éleusis se rendaient à la mer avec un porcelet avant la procession vers le sanctuaire. Donc ils se rendent à la mer avec un porcelet avant la procession et ils se purifient dans la mer avec leur porcelet. Alors on a beaucoup spéculé sur ce qu'il advenait des animaux ensuite, mais l'hypothèse la plus probable, qui est soutenue par quelques scolies, est qu'ils étaient ensuite emmenés au sanctuaire élusinien. On a des jeux aussi chez Aristophane avec des porcelets qui laissent entendre que les porcelets de la procession étaient emmenés dans des espèces de sacs, et puis qu'ils étaient sacrifiés en sacrifice préliminaire à la télété, donc à ce rituel mystérique célébré sous le sceau du secret. Les porcins, on l'a vu dans les tableaux que j'ai affichés, sont également bien présents dans les fouilles archéologiques qui prennent en compte l'analyse des ossements dans les sanctuaires de Déméter. C'est le cas aussi dans les inscriptions donc, dont on vient de voir qu'elles confirmaient ce lien privilégié entre le cercle démétriaque et le porcin, en tout cas dans les régions du monde grec pour lesquelles on a de la documentation. Le dernier type documentaire qui va dans le même sens et auquel j'arrive à présent est la production choroplastique, à savoir les figurines de terre cuite qui ont été mises au jour dans les sanctuaires grecs, dont celui de Déméter. Donc l'archéologie, je vous ai dit, par l'archéozoologie, nous apporte de l'information. Elle nous apporte aussi de l'information par les figurines qui sont mises au jour dans les sanctuaires. La comparaison avec les constats opérés pour les sacrifices est intéressante à faire parce que, je vous ai dit, Déméter n'est pas la seule à recevoir des porcins en sacrifice, mais elle en reçoit plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres à certains endroits. De la même manière, Déméter n'est pas la seule à qui on offre des figurines de porcins ou des figurines humaines
portant un porcelet, mais elle en reçoit beaucoup plus que d'autres divinités. Les plus anciennes figurines de ce type ont été mises au jour au sanctuaire de Bitalémie à Gela, en Sicile, d'où provenait aussi, je ne l'ai pas remise ici à l'écran, mais vous vous en souviendrez sans doute, une des plus anciennes inscriptions faisant référence à la Thesmophoros. C'était une dédicace de la Scana de Dikaio, sans doute un regroupement de tentes, puisque c'était le terme skene signifie la tente, l'abri de fortune, dans le cas des thesmophories. Et donc, c'est de là que proviennent les plus anciennes figurines féminines portant un porcelet. Vous devez me croire sur parole, la photo n'est pas très bonne. Et on a... ces figurines, en fait, sont datées entre la fin du VIe et le début du IVe siècle dans ce sanctuaire. Et on a ici aussi à Camarina donc, des figurines de porcelet. Enfin, de figurines féminines portant un porcelet. Le type donc, de cette offrande est bien attesté en Grande Grèce, en Sicile, aux périodes archaïques et classiques, et c'est le cas également en certains lieux de Grèce continentale, mais probablement un peu plus tard, à partir de la fin du Ve siècle. Et à titre d'échantillon, voici quelques très beaux exemplaires de Corinthe, dont une figurine où le port du porcelet est conjoint à cette fameuse torche, dont on a vu l'occurrence dans la comédie d'Aristophane. Donc là, évidemment, il y a des rapprochements que l'on peut faire. C'est toutefois au Thesmophorion de Thasos que je voudrais maintenant revenir, et ce sera la fin de mon propos d'aujourd'hui, car une trouvaille liée au porcin mérite qu'on s'y arrête, même si son isolement en rend l'interprétation difficile. Le sanctuaire d'Evraio Castro à la pointe nord de l'île, je vous en ai déjà parlé de ce sanctuaire, puisque c'est celui qu'avaient fondé les pariens venus en tout cas c'était lié à la fondation de Tassos par des pariens venus de l'île, et vous vous souviendrez que Polygnote avait représenté 2 pariens dont la femme avec un coffret sur les genoux contenant les orgies de Déméter, donc c'est ce sanctuaire-là. Alors, ce sanctuaire a été fouillé par une équipe française de l'école française d'Athènes au début des années 60. Malheureusement, une église paléochrétienne construite sur le site en a détruit une bonne partie, et aujourd'hui encore, il y a donc cette chapelle qui s'élève toujours à cet endroit. Néanmoins, les remblais des différentes terrasses du sanctuaire ont permis la mise au jour d'inscriptions, dont je vais reparler, et de nombreuses figures en terre cuite, auxquelles Arthur Müller a consacré une importante publication. Et dans cet ensemble de terre cuite, on distingue 25 porcelets, 5 figurines féminines, mais tout ça est extrêmement abîmé, en fragments, donc des offrandes des femmes offrant des porcelets, et 4 pièces particulièrement étranges que leur éditeur situe à la fin du IVe siècle avant notre ère. Et voilà la référence à l'ouvrage d'Arthur Müller. Alors, ce sont des porcs, assurément. Bon, la photo n'est pas très bonne, je vous prie de m'en excuser. Ce sont des porcs, assurément, des porcins, mais ils sont figurés éventrés, ce qui rend visibles les viscères de l'animal. Vous voyez, en fait, ça c'est le dos, et ça, ce sont les 2 faces. Comme les pièces sont entièrement modelées, donc modelées à la main, il ne s'agit pas d'une production en série, comme le sont les figurines moulées et retrouvées en grande quantité sur le site. Il doit s'agir d'une commande spécifique, faite à la main, et le traitement des organes de l'animal n'est pas réaliste, mais il fait montre d'une intention que l'absence de tout parallèle, que ce soit pour les porcins ou d'autres animaux, rend évidemment difficile à cerner. Toutefois, le fait que de telles pièces aient été mises au jour dans un thesmophorion invite à tenter de dépasser la difficulté du caractère assez unique de ces pièces, fût-ce avec toute la prudence requise. En effet, aux thesmophories, plusieurs types d'opérations sacrificielles étaient susceptibles d'être accomplies. Je l'ai encore dit tout à l'heure à propos de Délos. Des sacrifices de type Tucia, des holocaustes, et la manipulation de porcins en rapport avec un mégaron. Si tant est qu'il y ait un mégaron dans tous les thesmophoria, ce qui n'est pas assuré. Mais en tout cas, il y a une variation très grande autour de la manipulation des porcins.
La mise en exergue de la découpe ventrale complète des porcelets de Thasos était peut-être une manière de rappeler un geste intervenu au cours des rituels, au-delà de cette offrande convenue de la figurine qui amène son porcelet au sanctuaire. Si les Thasiennes manipulaient des porcelets en lien avec des cavités, je dis bien si, à l'instar de ce que les Thesmophoriazusae athéniennes, selon la Scolie, sont censées faire, peut-être une découpe spécifique de l'animal intervenait-elle à cette occasion. Mais je ne peux guère aller plus loin, mais il est quand même très intéressant de voir que ce type de curiosité se retrouve précisément dans un Thesmophorion. Alors, je reste encore un moment à Thasos et je poursuis la comparaison avec Athènes. Nous savons, notamment par Aristophane, que les thesmophories athéniennes duraient 3 jours et que le jour du milieu était celui du deuil. Vous vous souvenez, la nesteia, le deuil et le jeûne. D'après Plutarque, les femmes, on l'a vu la semaine dernière, les femmes aux thesmophories athéniennes étaient assises par terre, à même le sol, et selon un autre auteur, je n'ai pas repris le texte ici, un autre auteur plus ou moins contemporain de Plutarque, elles s'asseyaient sur des branchages, des espèces de lits de branchages. Donc vous voyez dans cet imaginaire de la vie primitive, avec ces skenailles, ces abris de fortune, et puis des espèces de litières végétales, avec certaines plantes qui étaient réputées pour leurs vertus anti-aphrodisiaques, ou des plantes inversement réputées pour leurs vertus fécondes, de fertilité. Donc on voit bien que tous ces éléments jouent dans l'image que l'on avait des thesmophores. Or, à Thasos, sur une inscription que j'ai déjà affichée et qui énumère une série de fêtes où sont suspendues les procédures judiciaires, le nom d'une des journées des thesmophories apparaît. C'est prostropée. Prostropée, le substantif donc, qui est formé sur le verbe prostrepho, évoque le fait de se tourner vers quelqu'un, et les parallèles invitent à y voir une adresse rituelle de type supplicatoire, une supplication. Alors je vous donne un parallèle que je trouve très intéressant dans les coéphores d'Échille. En fait, Oreste et Pylade sont arrivés à Argos, et ils voient arriver un cortège de femmes en noir avec des grands voiles, menés par Électre, mais qu'ils n'ont pas encore reconnu, vers la tombe de son père. Et donc, voilà, ce sont les femmes argiennes en deuil qui vont prier Agamemnon à sa tombe. Et c'est Oreste qui parle à Pylade. Pylade, restons hors de leur pas afin que clairement je sache pourquoi ces femmes ici se tournent suppliantes. La traduction est très belle. Et vous avez donc prostropée, gunaikon. La relation au jour le plus triste des thesmophories, c'est l'expression que Plutarque utilisait, est limpide. Le terme prostropée renvoie à ce moment de la tragédie de Corée où Déméter est en deuil et refuse de s'alimenter. C'est à ce moment que fait référence la Nesteia d'Athènes, ainsi que les appels sans doute aussi des femmes de Mégare. Vous vous souvenez, les femmes de Mégare qui vont à la pierre du rappel, au rocher du rappel, en souvenir de cette errance de Déméter. On a le même imaginaire qui est à l'œuvre. Alors, à Thasos, nous ne connaissons pas le nom des autres jours. Je ne sais pas s'il y avait un jour appelé Kalligeneia à Thasos. Probablement pas sous cette forme-là, puisqu'on voit bien que ce qui correspond à la Nesteia à Athènes, c'est la prostropée à Thasos. Donc vous voyez, ce sont les variations locales sur le même thème. Mais la fouille du sanctuaire, et ce sera mon dernier point, je suis désolée, je vous laisserai une pause, mais je déborde un peu là. J'ai encore tellement de choses à vous dire. La fouille en fait, du sanctuaire de Thasos a révélé des inscriptions significatives pour alimenter la réflexion sur ce que les Athéniens appellent par ailleurs la Kalligeneia. Significative de cet intérêt lié aux thesmophories qui sont orientées vers la naissance des plantes, bien sûr, la Scolie le dit, mais aussi vers l'ensemencement des humains, pour parler donc comme le scoliaste. En effet, lors de la fouille du sanctuaire d'Evraio-Castro dans les années 60, l'équipe de l'école française d'Athènes a mis au jour des petites stèles, des stèles de marbre, avec des inscriptions. Et sur ces inscriptions, sur ces stèles, vous avez donc des textes où vous avez le nom de groupes familiaux,
Vous avez ici les Pastadae, les Anchialidae, les Neophantidae, les Peleidae, les Priamidae, etc. Vous avez la référence à un dieu qui porte ou non une première épiclèse et qui est systématiquement Patroos. Patroos, ça veut dire ancestral, hein, des pères. Mais on sait par ailleurs qu'à Tassos, l'organisation même de la cité était, enfin, la division de la cité se faisait en fonction de patrailles, c'est-à-dire des groupes familiaux qui s'appelaient comme ça. Donc on voit bien qu'ici, dans cet ensemble d'inscriptions, on a une référence aux structures familiales qui organisent la cité. Et Claude Rollet, donc, qui a publié ces découvertes, avait bien conclu de façon tout à fait pertinente que les autels des dieux patrooi et les espaces des dieux patrooi de Tassos se dressaient dans le Thesmophorion, parce qu'on les a trouvés là. Et il avait rapproché ce constat de la tradition locale de polygnotes, avec l'arrivée des colons de Paros qui s'installent, en emmenant avec eux les orgias de Déméter. Et en effet, c'est bien sous l'égide de Déméter que les Thasiens se représentaient le moment de l'arrivée de leurs ancêtres. À la pointe d'Evraiocastro étaient donc rassemblés les autels des dieux des Patras, et dans le sanctuaire de la déesse qui protégeait l'obtention de la nourriture céréalière, ça c'est évident, mais aussi la fécondité de ces citoyennes, toutes deux indispensables à la continuité de la cité. Alors évidemment, le calendrier d'utilisation des différents espaces nous échappe totalement, hein, ça c'est clair. Mais ils étaient communs, ces espaces, à une fête de femmes et à des sacrifices pour les pères P-E-R-E-S. Donc on voit bien que là, on a au même endroit cet aspect genré finalement des fêtes des groupes familiaux qui étaient sans doute extrêmement masculines, et puis des thesmophories qui étaient exclusivement féminines. Il y a toutefois, et ce sera vraiment mon dernier point pour cette leçon-ci, il y a toutefois quelque chose de très intéressant, et je m'arrêterai là, c'est que parmi ces différentes stèles, il y en a une pour Athéna, il y en a deux pour Athéna, Patroé, sans autre épiclèse, et sans être assortie d'un nom de patra, donc de groupe familial. Donc elle a l'air de concerner, elle, l'ancestralité de toute la cité. Or, une des deux bornes porte une sorte de règlement rituel, dont voici la traduction. À Athéna Patroé, un sacrifice de bête adulte est accompli tous les 2 ans, et les femmes aussi y prennent part, et l'utilisation du verbe là montre qu'il s'agit d'une distribution de viande. Donc vous voyez, c'est vraiment très significatif que ce soit dans le Thesmophorion que ce genre de choses puisse être intégré. Et on voit qu'à Tassos, la thesmophore est elle aussi, mais vous voyez, pour Athéna, c'est évident que c'est une divinité politique, hein, déesse acropolitaine, bouclier des cités. Déméter aussi, la thesmophore en tout cas, est elle aussi à sa manière une déesse politique, au sens où elle détient quelques clés essentielles du devenir de la police et des sacrifices qui lui sont offerts. Voilà, désolée, je suis un petit peu dépassée. 5 minutes de pause, donc on recommence un peu après 11h10. Merci en tout cas de votre patience.